Bienvenue sur e-Cause, le podcast international qui donne la parole à celles et ceux que le monde a changé. Chaque épisode c'est une voix, un fragment de mémoire, un instant d'histoire. Rendez-vous chaque mercredi à 18h et abonnez-vous pour ne rien manquer. Les premiers jours de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, tout le monde attendait l'armée russe. Je veux dire, c'est ce monde, ces gens qui sont pro-russes, pro-Kremlin, ils attendaient l'armée russe. Ils ont cru que la Russie allait prendre Kiev en 3 jours et que la République de Moldavie serait le pays suivant. Et voilà, donc on se préparait à recevoir l'armée russe. I was always told keep your enemies close, and the way to keep them close is to make them think that you're friends with them. C'était la défaite de la France. If one day war is really happening, we all need to learn how to defend ourselves. Lo habían torturado horrible. Mi papá estaba colgado. Одразу зв'язалася з сім'єю, повідомила, що я жива. 去中国大陆的时候，也给你带走。 Pour la première fois de ma vie que j'entendais des explosions. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Moldavie a craint à son tour de subir les foudres de Moscou, avec la possibilité de troubles en Transnistrie, territoire séparatiste pro-russe à l'intérieur de ses frontières. Dans ce climat d'incertitude, Anna, universitaire et politicienne, observe un pays tiraillé entre l'Union européenne, l'OTAN et l'influence russe. C'était tout à fait inattendu. Et je me souviens très bien de ces jours-là, c'était la peur et la surprise. Personne ne s'attendait à cette attaque de la part de la Russie contre l'Ukraine de manière tellement terrifiante, barbare, je dirais, parce que au XXIe siècle, après des siècles de combats pour la paix universelle, après un système très élaboré de droit international, s'attendre à une guerre entre deux pays slaves, qui sont des pays frères, ce sont deux nations sœurs, on peut dire. Je crois que personne ne s'attendait. Bien qu'avec la guerre en Crimée en 2014 et l'annexion de la Russie de la Crimée, bien sûr que la situation était très tendue déjà. Et il y avait des experts qui disaient que la Russie n'allait pas s'arrêter à la Crimée et qu'une suite probablement aura lieu. Et voilà que ces experts, bien sûr, ils ont été très visionnaires parce que cette guerre, en fait, c'est une continuation de l'annexion de la Crimée et une continuation également de la politique impériale de la Russie parce que, en tant que politicienne, moi-même, je savais toujours que la Russie n'est pas un partenaire fiable. On n'allait pas à déclarer la Russie comme ennemie, bien sûr, parce que la Russie nous fournit des gaz ici en République de Moldavie, mais la Russie n'a été jamais un partenaire fiable, jamais, jamais. C'était le chantage qu'elle utilisait vis-à-vis des pays de l'ancienne Union soviétique, voilà. Et bon, en 2008, avec la guerre en Géorgie, avec l'annexion pas l'annexion, mais d'une certaine manière aussi la déclaration des territoires sécessionnistes d'Abkhazie et de l'Ossétie, bien sûr que, vous voyez, la Russie, à une certaine période de temps, elle se met à faire la guerre à n'importe qui. Et tous ces appels guerriers des officiels russes que nous allons répéter la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire aller jusqu'à Berlin, etc. Ce sont des discours totalement inacceptables de nos jours, mais ça se passe quand même. Oui, bien sûr, tout le monde a regardé, tout le monde a écouté Vladimir Poutine. C'était un discours très terrifiant, qui faisait peur, parce que on ne s'imagine pas qu'un leader d'un pays tellement important, parce que la Russie est un pays important, d'abord grâce à son territoire immense, on ne s'attendait pas que un leader d'un pays tellement important pouvait faire un discours qui va totalement contre la paix, contre le droit international, et contre ses propres frères, parce que finalement l'Ukraine, c'est un pays très important, c'est une nation importante qui a joué un rôle déterminant, y compris pour que la Seconde Guerre mondiale, avec la participation de l'ancienne URSS, soit finalisée avec la victoire des forces alliées.
parce que la majorité des généraux de l'armée russe, c'était des Ukrainiens. Beaucoup de soldats qui faisaient partie de l'armée russe à cette époque-là, c'était des Ukrainiens qui étaient de très bons combattants. Et la Russie elle-même, elle est née à Kiev, c'était la Russie de Kiev au IXe siècle. Donc les racines de l'Empire russe, en fait, mènent à Kiev. Donc c'était inimaginable. On s'était habitué avec les conflits militaires au Proche-Orient parce que ça dure depuis des millénaires, voilà. Mais s'imaginer que deux pays slaves tellement proches d'après leurs racines identitaires, la langue, la culture, la religion, se fassent la guerre, c'était vraiment terrifiant. Donc Vladimir Poutine, après ce discours, il a commencé à être l'incarnation, le symbole d'un leader qui est détesté partout dans le monde et tout le monde veut que Poutine disparaisse. Tout le monde s'imagine qu'avec la mort de Poutine, peut-être la paix s'installe, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Quand j'écoute les experts qui connaissent très bien l'entourage de Poutine et l'histoire un peu de son mandat, de ses mandats successifs à la présidence de la Russie, certains d'entre eux disent que Poutine avait projeté depuis longtemps cette guerre et qu'il savait qu'il allait faire la guerre à l'Ukraine. Mais je crois que l'accélération de cette intention s'est produite après la perte de l'influence de Moscou, de Poutine, du Kremlin sur l'Ukraine, avec la venue au pouvoir de Volodymyr Zelensky, qui n'était pas du tout, mais pas du tout, dans la même lignée de pensée, de philosophie et d'idéologie de Poutine et du Kremlin. Et on peut dire que Zelensky a agacé Poutine de manière tout à fait personnelle. Il y en a certains qui disent que parfois cette guerre peut être également interprétée comme une antipathie personnelle de Poutine envers de Volodymyr Zelensky. Mais bon, d'autres disent que Poutine, il a voulu plutôt rester dans l'histoire de son pays, et être inscrit dans les manuels d'histoire de la Russie comme un grand leader, comme un grand président, à la manière des tsars russes. Et c'est pour ça qu'il a voulu marquer cette présidence avec une conquête exceptionnelle qui serait par exemple l'Ukraine. La Biélorussie, c'est clair, elle est avec la Russie, mais l'Ukraine, elle a toujours fait figure à part parce que l'Ukraine vraiment est une nation très sérieuse, d'abord très éduquée, très bien formée. Les Ukrainiens travaillent beaucoup, c'est une nation qui travaille beaucoup, voilà, et nous pouvons maintenant constater qu'avec la guerre, l'Ukraine a augmenté sa croissance économique. Bon, c'est une loi économique aussi. Là où il y a la guerre, bien sûr que la machine de guerre, elle fonctionne, etc. Mais regardons la problématique des céréales, du blé ukrainien qui peut invader les marchés européens et les autres marchés à des prix très bas, c'est-à-dire que l'Ukraine, sous les raquettes, sous les bombardements, les Ukrainiens, les agriculteurs ukrainiens ont continué à travailler la terre comme si de rien n'était, et ça c'est très courageux et c'est très admiratif. Ici à Chisinau, on n'a pas entendu de bruit de bombardement, mais par contre dans les zones frontalières avec l'Ukraine, les habitants de la République de Moldavie ont entendu ces bombardements. Le lendemain, donc nous étions tous dans le choc. Nous étions choqués par le fait que la guerre avait commencé. Et on était... D'abord, il est bien de savoir qu'ici en République de Moldavie, une très bonne partie de la population a aussi la nationalité roumaine. Et il y a eu immédiatement des files d'attente à la frontière avec la Roumanie parce que tout le monde a eu peur. Beaucoup de monde ont fait leurs bagages, ont pris les passeports roumains
et se sont rendus en Roumanie parce qu'ils ont des amis, ils ont des parents, d'autres font des affaires en Roumanie, ils ont des immeubles, des propriétés, donc comme ça. Donc c'était l'idée initiale et immédiate, c'était fuir parce qu'on ne sait jamais si cette guerre ne va pas s'étendre jusqu'à Chisinau. Il y a la Transnistrie, avec la percée que l'armée russe avait faite les premiers jours vers Kiev, vers le sud. Tout le monde craignait que Odessa allait céder et une jonction entre l'armée russe et la Transnistrie et les 22 000 tonnes d'armement de Tiraspol qui se trouvent là, donc vont faciliter l'accès des Russes sur le territoire moldave. Et finalement, c'était ça le projet de l'armée russe, du Kremlin et de Poutine. Il voulait refaire la nouvelle Russie, Novorossia, qui inclut la Transnistrie, cette zone séparatiste. Et bien sûr que je risque de ne pas être très indulgente avec mes compatriotes, mais on ne peut pas comparer les Ukrainiens avec les citoyens moldaves. Si jamais la guerre éclate ici, croyez-moi, on aura beaucoup de mal à mobiliser les réservistes pour combattre du côté de l'armée moldave. Tout le monde va sortir ses passeports roumains et tout le monde va s'enfuir en Roumanie parce que c'est l'Union européenne et c'est l'OTAN. C'est la réalité triste. Je continue d'affirmer que, vu cette situation-là, on se demande, mais où est l'État, la République de Moldavie? C'est pour ça que je plaide pour la réunification de la République de Moldavie avec la Roumanie jusqu'à la frontière sur le Dniest, parce que nous ne contrôlons pas la région sécessionniste, elle doit être isolée, des négociations s'ouvrent avec la participation des partenaires internationaux, mais nous seuls, nous ne pouvons pas résoudre ce problème du territoire sécessionniste. Et nous sommes un État très très faible par rapport à l'Ukraine. Bon, je crois que dès le début, il y a eu des provocations dans la zone séparatiste. Ils ont essayé de faire exploser des trucs près des stations de radio, je ne sais pas quoi, voilà, pour dire que, voilà, donc la Transnistrie est aussi presque prête à réchauffer ce conflit gelé. Mais c'était juste des provocations qui ne se sont pas soldées avec des résultats, parce qu'en Transnistrie dominait également une peur parmi la population. Beaucoup de citoyens de la Transnistrie étaient venus ici, de ce côté-là, en Moldavie, parce qu'ils avaient peur d'être enrégimentés dans l'armée russe. Donc, parce que l'armée russe, elle a essayé de mobiliser des gens en Transnistrie et ça n'a pas trop marché. Donc, les citoyens de Transnistrie ont la citoyenneté moldave également. Ils ont des papiers, voilà. Et ils étaient venus ici. Donc, les citoyens moldaves avec la nationalité roumaine faisaient le fil d'attente vers la Roumanie et les citoyens de la région sécessionniste ont préféré de venir ici pour ne pas être sujets de mobilisation par l'armée russe et par l'armée transnistrienne, parce ils disent qu'ils ont également une armée. Et je crois, ils ont vraiment une armée, quelques 3000 soldats qui sont là avec les soldats russes qui font partie des troupes de pacification. Mais au total, ils sont quelques 3000 officiellement, mais on ne sait jamais combien ils sont vraiment, en effet, sur ce territoire. Donc c'est un peu le chaos. Donc les choses sont très entrelacées et il est difficile de dire aujourd'hui. De l'autre côté, on peut dire que l'administration séparatiste de la Transnistrie, elle a commencé à être beaucoup plus malléable. Il y a eu des rencontres bilatérales entre les officiels du gouvernement de Chisinau avec les pseudo-officiels du gouvernement de Tiraspol, parce que nous sommes, comme je viens de dire, nous sommes très entrelacés, surtout du côté des relations économiques. J'explique. Beaucoup d'entreprises
de cette zone séparatiste bénéficient des opportunités offertes par l'accord d'association de la République de Moldavie à l'Union européenne. C'est-à-dire, ils peuvent produire et exporter vers l'Union européenne, vers la Roumanie. Ils exportent beaucoup vers la Roumanie. Voilà. Et donc, ils étaient intéressés à continuer leur business, à ne pas interrompre ce processus. D'autre côté, cette année, surtout la dernière année, après le début de la guerre, le gouvernement de la République de Moldavie a réussi à couper d'une certaine manière la livraison, pas couper, mais à diminuer les volumes de gaz naturel fournis par Gazprom. Et nous avons utilisé les volumes de gaz que nos institutions avaient achetés ailleurs, c'est-à-dire d'autres sources, des sources européennes, roumaines, turques, grecques, etc. Nous avons fait, le gouvernement a fait un stock suffisant de gaz naturel et le Gazprom ne fournissait que la quantité nécessaire de gaz naturel pour le fonctionnement de l'hydrocentrale de Kuchurgan, qui est une centrale située au-delà du fleuve Dniestre, c'est-à-dire sur le territoire sécessionniste. Et grâce à ce gaz venu du Gazprom vers la centrale qui se trouve sur le territoire sécessionniste et qui était bon marché, un gaz bon marché, la centrale, parce que les Transnistriens ne payent pas pour ce gaz naturel, c'est une sorte de dette qui s'accumule et qui va rester sur les épaules des citoyens de la République de Moldavie. Mais c'est aussi une dette qui va être jamais payée. C'est moi je considère que cette dette ne sera jamais payée. Et à leur tour, les séparatistes de Tiraspol nous fournissent l'électricité bon marché. Pour le moment, nous sommes partis d'un schéma de circulation d'énergie électrique avec l'Ukraine, la Roumanie, mais cette énergie électrique qui vient, elle est plus chère. Et donc, si elle est plus chère, le gouvernement doit récompenser, doit payer des indemnités, etc. Il n'y a pas d'argent, donc on va utiliser l'énergie électrique fournie par la zone sécessionniste, par la centrale qui se trouve dans cette zone. Et donc, c'est un cercle vicieux. Parce que ni le gouvernement pro-européen d'aujourd'hui, ni les gouvernements précédents, qu'ils étaient pro-européens ou pro-Kremlin, peu importe, n'ont pas pu casser ce schéma. Si on s'imagine un beau jour que demain, par exemple, nous allons acheter uniquement des gaz naturels qui passent par l'Union européenne et la Roumanie. Bon, très bien, parfait. Ce gaz vient jusqu'à la rivière Dniestre. Il ne peut pas traverser la rivière pour alimenter les consommateurs de la zone sécessionniste. C'est-à-dire la centrale qui produit de l'énergie électrique, elle n'aura pas de gaz. Bien sûr que ce gaz qui viendra sera plus cher pour nous, mais c'est bien, je considère que c'est bien parce qu'on va se débarrasser de la dépendance de Gazprom. Parce que pour le moment, on a cette problématique des gaz naturels qui viennent de la part de Gazprom et qui vont vers la Transnistrie, voilà, qui produit pour nous de l'énergie électrique bon marché. Voilà. Et chaque fois quand on parle de ce gaz qu'on achète à la Russie, il faut sensibiliser une vérité très simple. En achetant ce gaz, nous fournissons de l'argent à la Russie, à l'armée russe, pour produire encore des équipements militaires qui vont tuer les gens en Ukraine. Voilà, ce schéma de circulation de l'argent, du gaz naturel, malheureusement, n'est pas propre seulement à la République de Moldavie, mais à l'Union européenne tout entière. Mais c'est normal parce que l'Union européenne, jusque-là, n'avait presque rien fait pour se déclarer indépendante des gaz naturels russes. Poutine, il a été il a été toujours apprécié par les leaders européens, toujours, mais absolument toujours.
on voulait discuter avec Poutine, on voulait qu'il soit dans un certain dialogue avec l'Union européenne. Poutine fournissait des gaz naturels, etc. Mais ça ne pouvait pas durer à l'infini. Donc il fallait prévoir ça bien avant. Et maintenant, l'Europe fait de gros pas. Je crois qu'on a très bien ajusté cette politique de s'indépendantiser vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis du gaz russe, mais ça va durer encore un certain temps pour se débarrasser totalement de cette influence et de cette dépendance des gaz naturels qui viennent de la Russie. Je crois que les sanctions qui ont été successives et amplifiées à chaque fois, elles ont influencé d'une certaine manière l'économie russe parce que le rouble a chuté, c'est-à-dire les prix qui ont grimpé, les produits européens qui ont disparu du marché russe. Il y a des opinions des Russes exprimées sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'ils ont peur de dire la vérité. Et d'autre côté, la Russie s'est tournée vers la Chine, vers l'Inde, voilà, vers les pays autoritaires comme la Corée du Nord, parce que Poutine a eu une entrevue tout à fait récemment avec le leader de la Corée du Nord, des composantes nécessaires à la fabrication des armements, des raquettes de guerre russes, donc continuent de venir et d'être fournis en Russie par des voies intéressantes, même dans les eaux de Turquie, dans les eaux de l'Afrique du Nord. Voilà, il y a des bateaux qui circulent. De toute façon, la Russie, elle continue de produire des armements. On voit ça d'après les attaques armées qui ont lieu en Ukraine, des drones iraniennes, des drones de fabrication russe, etc., etc. On ne peut pas dire que la Russie, d'une certaine manière, est plus faible pour ce qui est de l'utilisation des armes, etc. Donc elle continue d'avoir ces armements. On ne peut pas dire que ces sanctions, par exemple, ont facilité la fin de la guerre, non. Bon, je crois que, parce que je consulte également les opinions de certains journalistes dissidents russes, ils ont des canaux Telegram, voilà, des chaînes d'information. Ils expliquent ça par le fait que, et pas seulement eux, mais des anciens FSBistes, KGBistes qui ont travaillé longtemps dans l'entourage de Poutine. Poutine a été longtemps induit en erreur par son entourage en lui disant que l'Ukraine est faible, qu'elle n'a pas de possibilité de défense, donc ça sera très facile. Donc c'est juste pour flatter le leader du Kremlin, de dire « Ah, nous sommes les plus puissants, notre armée est exceptionnelle, on va faire ça ». Je crois que Poutine a cru dans ces paroles, il a vraiment cru. Mais là, je crois que c'est le désastre total parce que je viens d'écouter Poutine est là. Bon, le Kremlin a plusieurs acteurs de la propagande qui sont très connus et ils font des émissions télévisées, des talk-shows à la télévision dans lesquels ces propagandistes promeuvent l'idée que tout est bien, tout va bien, dans ce meilleur du monde, la Russie est puissante, etc., etc. Un de ces propagandistes, il s'appelle Solovyov, il a oublié de couper un certain morceau de son émission, et dans ce morceau, il lui a échappé des mots, des propos qui disent que bon, c'est le chaos total en Russie, Poutine ne contrôle pas la situation, voilà ce qui se passe sur le front, les nôtres qui périssent dans ces combats de manière inutile, etc. Et tout ça a été livré au public russe
Je ne sais pas si ça a été fait à propos, de manière express, ou bien ça a été vraiment une erreur de celui qui a monté l'émission. Parler du nazisme aujourd'hui, surtout en Ukraine, je crois que c'est un non-sens, c'est un manque total de raison, de rationalité. Mais après avoir déclaré que l'Ukraine est un pays nazi, après ce que l'armée russe a fait en Ukraine, on se rend très bien compte qu'en fait, c'est la Russie qui est un pays néo-naziste qui fait des choses abominables en Ukraine. Violer des enfants, des personnes âgées, massacrer, tuer, c'est tellement barbare. Moi, chaque jour, il y a un seul jour pour moi et dans ma famille sans penser à l'Ukraine, sans parler de l'Ukraine. C'est tellement tragique ce qui se passe là. Nous ici, on vit en paix, on organise des festivals, on est très bien dans nos écoles, dans nos universités, dans nos établissements, institutions, tandis qu'en Ukraine, on a commencé à construire des écoles souterraines. Voilà. La seule comparaison avec ça, on se rend compte, chaque jour des personnes meurent. Donc la durée de vie d'un équipage militaire sur le front russe-ukrainien, c'est 10 minutes. Donc chaque 10 minutes, des personnes qui se meurent, des Ukrainiens, des jeunes Ukrainiens qui prennent les armes, des femmes ukrainiennes qui prennent les armes pour défendre leur terre. C'est tellement glorieux, courageux et en même temps très très tragique. Voilà. Et nazi, bon, pourquoi nazi? Parce que le discours du Kremlin et des Russes vis-à-vis de certains phénomènes qui se sont passés à la longue de l'histoire dans les anciennes républiques soviétiques socialistes, voilà, implique la collaboration avec l'armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, oui. Voilà, parce qu'il y a eu une certaine partie de la population qui s'est mise du côté allemand. Et à cause de ça, donc le narratif ou le discours russe comporte toujours cette allusion que vous êtes des nazis. On nous dit ici également en République de Moldavie que ceux qui parlent roumain, qui s'identifient comme des Roumains, sont des nazis. Pourquoi? Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie a été du côté d'Hitler avant de tourner les armes contre l'armée d'Hitler, contre l'Allemagne nazie. Voilà. Mais je crois que c'est un sophisme politique absolument de dire qu'on est nazi aujourd'hui parce qu'il y a eu dans l'histoire des choses comme ça. La Russie a fait pas mal de fautes dans l'histoire. D'abord, la révolution communiste de Lénine de 1917, ça n'a pas été un phénomène salutaire pour la population de la Russie, ni d'autant plus pour la population des autres nations, des autres peuples qui ont fait partie de l'Union soviétique. Ça a été une expérience vraiment traumatisante et les séquelles sont, même aujourd'hui, on peut les ressentir un peu partout dans ce territoire ex-soviétique. Mais je crois que le plus désolant est le fait que ce discours de Poutine et des gens du Kremlin qui disent que nous luttons contre les nazis, etc., il est propagé de manière très insistante auprès des Russes et une très très vaste partie de la population russe pense justement comme ça. Ce sont les mouvements pro-russes, pro-Kremlin. Ce sont des partis politiques. Moi, j'ai toujours plaidé parce qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement pro-européen et c'est très bien. Mais cette orientation européenne, elle n'est pas irréversible. C'est ça notre tragédie. C'est pour ça que je dis que la réunification urgente avec la Roumanie nous permettrait de mettre point à ce déchirement qui existe dans la société moldave, parce que si on se réunit avec la Roumanie, le nombre
de la population et des votants pour les partis pro-russes et pro-Kremlin serait infime. Ça serait 0, je ne sais pas combien. Voilà. Mais si on continue comme pays indépendant, nous n'avons pas de chance de vaincre cette masse qui est assez grande de la population qui attend Poutine. Les premiers jours de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, vous savez, il y avait un certain enthousiasme parmi les russophones de chez nous, c'est-à-dire les minorités nationales qui adorent Poutine. Et il y avait des chuchotements un peu partout, voilà. Et tout le monde attendait l'armée russe. Je veux dire, c'est ce monde, ces gens qui sont pro-russes, pro-Kremlin, ils attendaient l'armée russe. Ils ont cru que la Russie allait prendre Kiev en 3 jours et que la République de Moldavie serait le pays suivant. Et voilà, donc on se préparait à recevoir l'armée russe. C'était comme ça la disposition. Avec l'avancée de la guerre et avec l'aide qui venait de l'Ouest pour l'Ukraine, et l'armée ukrainienne a pris du courage, etc., etc., bien sûr que certains d'entre eux ont compris que ce n'est pas très possible, mais ces partis politiques continuent d'activer. Donc il y a des traces de pénétration de l'argent russe pour ces partis politiques. Un d'entre eux a été déclaré non constitutionnel, mais ça n'a rien donné parce que créer un parti politique, c'est pas très difficile. On a créé d'autres partis politiques qui sont toujours pro-russes et l'argent, donc des sommes énormes, énormes. Donc maintenant, on est la veille des élections locales. Ces partis pro-russes offrent à des candidats pour candidater de la part de ces partis politiques des sommes allant jusqu'à 20-25 000 euros par mois pour un seul candidat. Donc c'est énorme pour les réalités moldaves. Donc, et cet argent, il vient de la Russie. Ce n'est pas de l'argent qui vient de l'autre côté. Donc c'est de l'argent russe et il vient par tous les moyens. Donc contrabande par avion, par d'autres, via Istanbul. Donc il y a des trajets bien définis. Oui, mais c'est le discours de l'actuel gouvernement. Vous voyez, ils le disent à chaque pas. Nous avons reçu beaucoup d'aide parce que la République de Moldavie, grâce à ses citoyens, a reçu les Ukrainiens parce que ce n'était pas le gouvernement qui les a accueillis dans ses maisons, mais la population, dans ses maisons, dans ses appartements, voilà, jusqu'à ce que les organismes internationaux avaient réagi. Les citoyens moldaves ont très bien accueilli les Ukrainiens, voilà. Mais être hospitalier, ça ne suffit pas pour se défendre, vous voyez. Les Moldaves craignent beaucoup la guerre. Et c'est non seulement dans l'esprit du temps maintenant, parce que nous avons une guerre à nos côtés, mais c'est depuis toujours. Les Moldaves ne veulent pas lutter, combattre. Ce n'est pas un peuple guerrier. C'est un peuple résistant, oui, résistant à toutes sortes d'occupations, toutes sortes d'exploitations, mais ce n'est pas un peuple guerrier, voilà. Et Popescu, il a raison quand il dit que nous ne sommes ni dans l'UE, ni dans l'OTAN. Si jamais quelque chose se passe ici, donc c'est la fuite totale ou c'est la débâcle totale, donc ça sera le désastre total parce que pas tout le monde a des endroits quelque part où aller. Hein. C'est comme les Ukrainiens, dès le début ils se sont réfugiés, mais ensuite beaucoup d'entre eux sont revenus dans leur localité, dans leur maison, même si ce sont des maisons détruites, etc. Donc c'est un peuple qui tient beaucoup à ses racines. Je crois que vraiment mérite tous nos éloges, voilà. Et notre armée, elle est très faible, elle n'est pas
n'a pas suffisamment d'équipements modernes, ce sont des équipements depuis l'époque soviétique, voilà. Nous avons eu très peu de militaires, d'officiers, ils sont bien formés. Ils sont formés aux États-Unis, surtout, voilà, les États-Unis ont beaucoup contribué à la formation de la ressource humaine de notre armée, mais ce n'est pas suffisant. Loin d'être suffisant, le gouvernement a acheté récemment un radar qui permet, va acheter, il n'a pas acheté, mais il va acheter un radar parce que le ministre de la Défense de France était venu en Moldavie, voilà, et suite à ces entrevues avec nos officiels, donc la France va nous vendre un radar qui peut détecter des fusées, des roquettes, etc., des drones, mais seulement détectés. Donc il ne pourra pas nous défendre, donc nous avons besoin. Ce n'est pas un problème pour la Roumanie de nous défendre, mais elle ne peut pas le faire parce qu'elle est un État membre de l'OTAN et elle ne peut pas le faire parce qu'il y a, voilà, donc nous sommes livrés à nous-mêmes dans ce cas-là. Et au plus, disons, dans le... si jamais la guerre arrive ici, c'est toujours à l'Ukraine que nous pouvons demander de l'aide. L'Ukraine peut nous aider parce qu'elle a déjà l'expérience de la guerre, elle a déjà des équipements qu'elle pourrait, par exemple... mais je ne sais pas, parce que un second front pour la Russie, je ne sais pas à quel point c'est possible. Bien sûr, nous restons optimistes, mais ce qui se trouve dans la tête des gens du Kremlin qui aujourd'hui gèrent les affaires de la Russie, il est difficile de dire. Vous savez, la question est très complexe parce que la République de Moldavie a déposé sa sollicitation d'obtenir le statut d'un pays candidat à l'intégration grâce à la guerre de la Russie en Ukraine. Ce n'est pas une voie correcte, selon moi. Bien sûr que j'aurais aimé que ça se passe dans des conditions de paix, mais en même temps, je me rends très bien compte, et nous nous rendons tous très bien compte, que la guerre en Ukraine a ouvert une fenêtre d'opportunité à la République de Moldavie et à l'Ukraine aussi. En même temps, mettre dans le même panier l'Ukraine et la République de Moldavie, ça ne serait pas très bien pour nous, pour la République de Moldavie. Parce que l'Ukraine est détruite après la guerre, l'Ukraine aura besoin d'une certaine période de temps pour se refaire et on ne sait pas quand cette période de temps viendra parce que la guerre n'est pas encore terminée. Et les experts militaires disent que malheureusement, hélas, cette guerre, elle va durer encore au moins une année. C'est le pronostic décliné par les experts militaires. Et en ce temps-là, la République de Moldavie se trouve en paix. Elle peut tranquillement faire ses réformes, convenir aux conditions que l'Union européenne formule. Nous en avons 9 pour le moment qui ne sont pas encore très bien remplies. Il y aura bientôt un rapport de la Commission européenne sur la capacité de la République de Moldavie de répondre à ces nécessités de réforme, parce que si tout se passe bien, vers la fin de cette année, on dit que l'Union européenne pourrait envisager le début des négociations d'adhésion. C'est ce que la République de Moldavie veut, c'est ce que l'Ukraine veut. Nous voulons ensemble. Quand on veut ensemble, c'est facile d'obtenir. L'Ukraine qui est en guerre, elle est très bien appuyée par l'Union européenne, elle a beaucoup de considération de la part des organismes européens et la République de Moldavie, elle se colle sur cette conjoncture régionale. Mais si les négociations commencent, je crois que la République de Moldavie voudra se détacher de l'Ukraine parce que c'est un pays trop petit pour attendre un pays trop grand comme est l'Ukraine de devenir prêt à adhérer. Donc la République de Moldavie pourrait être acceptée beaucoup plus vite que l'Ukraine. Mais de point de vue de la moralité politique, ça ne serait pas correct.
je pense que ça ne serait pas correct que la Moldavie profite de cette conjoncture néfaste, tragique de la région pour régler ses comptes avec l'Union européenne et pour être admise dans l'Union européenne. Je crois que ce n'est pas très correct. Voilà. Donc, je suis partagée dans mes sentiments. Je veux qu'on soit ensemble avec l'Ukraine, par solidarité, par solidarité et par gratitude, parce que la République de Moldavie vit en paix grâce à l'Ukraine, grâce au courage des Ukrainiens. Vous comprenez? Et donc la République de Moldavie ne devra pas s'imaginer que bon, je vais me détacher et on va me recevoir avant l'Ukraine. Non, voilà pourquoi, pour surmonter cette division des sentiments, des réalités, des perspectives, je crois que la réunification de la République de Moldavie avec la Roumanie est la solution la plus correcte. On ne peut pas regarder ce qui se passe. Nous n'avons pas de ressources énergétiques qui nous aident, c'est la Roumanie. Avant que l'Union européenne fasse quelque chose, c'est toujours Bucarest et la Roumanie qui nous aident, qui nous attellent à ces initiatives, qui nous portent partout. Voilà, le Premier ministre de la Roumanie vient d'avoir une rencontre officielle avec le Premier ministre bulgare et grec sur la possibilité d'exploitation du couloir sud pour les gaz naturels. Et bien sûr qu'il a invité le Premier ministre moldave pour assister à cette rencontre et pour dire que nous avons une obligation morale envers la République de Moldavie. Mais comment est-ce qu'on peut exister comme ça? Un petit État qui doit être moralement appuyé, soutenu par la Roumanie et la République de Moldavie. Quand est-ce qu'elle sera un vrai pays? Ben jamais, parce qu'elle n'a jamais été un vrai pays. Ça a été un territoire en dérive durant des siècles, voilà, etc. Et elle doit revenir dans son pays, sans péricliter l'intégrité territoriale de la Roumanie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, mais comment s'unir, se réunifier avec la Roumanie, mais où est notre statut? Nous devons garder. Non, il ne faut rien garder, parce que la République de Moldavie aujourd'hui a un produit interne brut moindre que le produit interne brut d'un district roumain. Donc, où est la logique? On ne peut pas maintenir un parlement, un gouvernement, agence, etc., etc., pour que cet État dise encore une fois qu'il n'est pas soutenable. Il ne peut pas être soutenu avec la migration, pas la migration, mais l'exode massif des gens. Donc nous sommes restés 1,9 million probablement. 1 million et plus sont à l'étranger. Donc le rapport en pourcentage est très, très grand des gens qui sont partis pour sauver ce nombre de gens qui restent encore en République de Moldavie. Je crois que la réunification, c'est la meilleure solution. Et comme ça, on n'aura pas de problème avec l'Ukraine. On ne va pas se disputer qui est plus prêt à adhérer à l'Union européenne, la République de Moldavie ou l'Ukraine. Donc, je crois que ça sera le plus politiquement correct pour nous. Non, je crois que les Ukrainiens vont revenir une fois que beaucoup d'entre eux sont déjà revenus, parce que dès le début, c'était un flux migratoire énorme. Quelques 8 millions d'Ukrainiens avaient quitté leur domicile. Et donc, ils ont gagné d'abord le territoire de la Pologne surtout, ensuite les autres territoires, les autres pays. Mais quelques mois après, la moitié de ces réfugiés, de ces Ukrainiens sont revenus dans leur ville, à la recherche de leur maison, etc. Ils ont préféré. Les Ukrainiens sont très patriotes, sont très très patriotes de leur pays. Je regarde même, il y a une série de reportages des Ukrainiens qui étaient allés au Canada, voilà, et qui rentrent. Ils rentrent. Beaucoup d'entre eux rentrent. Je ne crois pas qu'ils... Bon, bien sûr que certains d'entre eux vont rester dans les pays d'accueil, mais la grande majorité va rentrer. C'est dans l'esprit de leur attitude. Moi, je peux observer ça et je suis très admirative pour cette attitude. Ils vont rentrer en Ukraine parce qu'avec cette guerre, même si jusqu'à cette guerre,
j'ai toujours considéré l'Ukraine comme un pays, comme une nation séparée des Russes. Je ne sais pas pourquoi la Russie, du jour au lendemain, a commencé à dire que la nation ukrainienne n'existe pas. C'est tellement bizarre. Comment peut-on affirmer ça? C'est une nation toute faite, avec sa langue, avec sa culture. Bien sûr, elle ressemble à la culture de la Russie, parce que ce sont des pays slaves, ils ont beaucoup de choses en commun. Mais avec cette guerre, je crois que la nation ukrainienne vraiment s'est affirmée comme une nation européenne très très puissante, avec beaucoup de dignité. Et surtout après cette guerre, je crois que l'Ukraine va pouvoir se transformer dans un pays puissant de point de vue économique, mais également de point de vue de la légitimité, un pays très très bien axé et formé sur ce que signifie la sécurité et le combat. Les Ukrainiens ont démontré qu'ils ont des soldats exceptionnels, non seulement dans cette guerre, comme je viens de le dire, ils ont fait la même chose pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils étaient très courageux, les Ukrainiens, et ce sont eux les généraux ukrainiens, les soldats ukrainiens qui ont combattu avec beaucoup de courage sur les fronts de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et je crois que quant aux Ukrainiens, je suis très optimiste qu'ils vont revenir dans le pays. Quant aux citoyens moldaves, la plupart d'entre eux ne reviendront pas en République de Moldavie. Ne reviendront pas parce qu'ils sont partis et ils ont repris leur famille, ils ont donc repris leurs parents, certains même les grands-parents, ils se sont installés quelque part ailleurs. Ils ne vont pas revenir à Moldavie parce que la Moldavie, après 32 ans d'indépendance, malheureusement ne peut pas s'affirmer comme un État qui garantit la sécurité à ses citoyens, le bien-être, disons, une vie décente. Je ne parle pas d'une vie luxueuse, mais d'une vie décente. On ne peut pas, on travaille toute sa vie et quand on est à la retraite, on ne peut pas se permettre de faire de voyager, on vivote comme ça du jour au lendemain ici. Mais on ne peut pas se permettre ce que se permettent les citoyens de l'Union européenne, par exemple. Et ça va durer encore si nous restons un pays indépendant. Avec la réunification avec la Roumanie, les choses peuvent changer. Bien sûr que pas du jour au lendemain, avec le temps, mais ça va changer plus vite parce qu'au moins nous serons dans l'Union européenne et nous serons dans l'OTAN si jamais quelque chose se passe. On est à l'abri. Mais comme ça, par nous seuls, nous n'avons pas de chance, malheureusement. Quand un pays est en guerre, bien sûr que la population elle cherche une solution salutaire. Et dans ce moment très crucial, très difficile, les Ukrainiens regardent, donc dirigent leur regard vers l'OTAN comme vers un Dieu qui va pouvoir les délivrer de ce fléau qui est la guerre de la Russie contre l'Ukraine, vous comprenez? C'est pour ça que donc les gens ils pensent dans des termes mathématiques. C'est difficile de les convaincre de dire que bon, il y a une bureaucratie. Pour devenir membre de l'OTAN, il faut remplir telle ou telle condition, 2% du produit interne brut qui doivent être versés. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Est-ce que vous êtes donc là? C'est une psychologie populaire très justifiable. Donc ils veulent que cette guerre se termine. Et là, ils disent qu'ils par eux seuls, il est difficile d'envisager la fin de cette guerre. Vous voyez, comme je dis, la durée de vie d'un char au combat avec son équipage, c'est 10 minutes sur le front. C'est vraiment tragique. Donc, ils veulent que tout ça s'arrête. Donc, il n'y a aucune famille en Ukraine qui n'ait souffert à cause de cette guerre. Ils ont perdu leurs enfants, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, certaines d'entre eux dans des conditions d'atrocité extrême. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que c'est seulement l'OTAN qui va les aider. Mais d'autre côté, l'OTAN, bien sûr, il dit, mais comment accepter l'Ukraine là, à ce moment-là, un pays qui est en guerre,
on ne peut pas accepter un pays qui est en guerre, vous voyez. L'OTAN, il a sa bureaucratie, il a sa philosophie. Sans parler de la République de Moldavie, parce que chez nous, cette idée de statut de pays membre de l'OTAN, elle est très fragile. Il y a 26% de la population selon les sondages, c'est très très peu. Mais même si nous imaginons aujourd'hui qu'en République de Moldavie, 60% de la population veut par exemple que la République de Moldavie devienne membre de l'OTAN. Mais la République de Moldavie est impuissante, elle n'a pas d'armée. Comment 2% de produit interne brut? Mais c'est rien donc. C'est incomparable. L'Ukraine, elle a une armée déjà, elle a un potentiel exceptionnel du côté de la formation, préparation, etc. Je crois que l'Ukraine est le meilleur pays, même des pays membres de l'OTAN. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre pays capable de se comparer au talent, pas au talent, mais bon, peut-être talent, préparatif, force de combat comme celui de l'Ukraine, parce que l'Ukraine est le seul pays qui fait la guerre contre la Russie. Dites-moi, quel est le pays membre de l'OTAN qui a fait la guerre contre la Russie? Aucun. Bon, oublions la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est déjà une autre mémoire des guerres qui s'installe. La Seconde Guerre mondiale, c'est déjà de l'histoire. C'est de l'histoire parce que ce qui se passe, il y a des habitants de l'Ukraine, de la ligne de front, qui assez âgés, qui ont vu la Seconde Guerre, qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale et qui disent qu'ils n'ont pas vu de telles atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale, pareil aux atrocités commises par les Russes contre les Ukrainiens. Ils n'ont pas vu ça, vous voyez, donc en tant que force, qualité des combats, ou bon, qualité, manque de qualité, puissance, atrocité, je crois que cette guerre, elle a dépassé déjà la Seconde Guerre mondiale et on aura déjà une référence bien plus proche de nous pour parler de la guerre. Qu'est-ce que c'est que la guerre au XXIe siècle? Et avec la guerre en Israël maintenant, ou bien la guerre qu'Israël mène contre Hamas, c'est encore pire, parce que parfois j'ai l'impression que c'est déjà la Troisième Guerre mondiale, mais d'après un modèle centrifuge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule ligne de front, mais il y a des points qui se réchauffent quelque part partout dans le monde et que la guerre est devenue un moyen de régler les choses entre les nations, entre les pays, au détriment de la diplomatie. Et ça, c'est le pire qui peut se passer. Il y a un certain engouement pour la guerre. Vous voyez, là, on a solutionné le conflit de Karabakh. Azerbaïdjan qui a pris son territoire, parce que finalement c'est son territoire. Les Arméniens qui ont fui cette région, 120 000 d'Arméniens ont quitté la zone. Erdogan qui a aidé Aliyev à solutionner ça, et Poutine qui a fermé les yeux parce qu'il voulait punir Pachinian. Vous voyez, l'Arménie a déjà signé l'adhésion à la Cour pénale internationale de Rome, ce que la Russie refuse de faire, et l'Arménie a déjà ratifié ça, comme ça, en démontrant que l'Arménie ne veut plus de l'amitié de la Russie, qui jusque-là était le garant de la présence des Arméniens au Karabakh, etc. Mais bon, donc, vous voyez, la guerre, elle prend la place de la diplomatie. Et ça, c'est dangereux, c'est très très dangereux. Ah bon, on a toujours peur de cette menace nucléaire parce que la Russie, elle le fait pratiquement, si c'est pas quotidiennement, c'est 2 fois par semaine, et surtout à l'égard de la République de Moldavie, parce que chaque pas que la République de Moldavie entreprend pour se rapprocher de l'Union européenne, déjà est traité par la Russie comme une manifestation non amicale. C'est comme ça que la Russie s'exprime, par la voix de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zakharova. Et donc, chaque jour, elle dit que voilà, la Moldavie, elle va regretter, etc. etc. Mais, donc, la Russie... donc la Moldavie n'est pas un pays dangereux pour la Russie, donc la Russie avec quelques roquettes, quelques tirs de fusée, elle n'a rien à faire ici avec la Moldavie, donc elle peut raser la Moldavie d'un seul coup.
C'est un problème qu'ils devront résoudre après la fin de la guerre. Je crois que la communauté qui parle russe en Ukraine est très grande, surtout dans les territoires qui ont déclaré leur indépendance et qui sont occupés actuellement par la Russie. En même temps, je crois que les autorités ukrainiennes doivent avoir un peu plus de tolérance, parce que si la guerre se termine avec la victoire de l'Ukraine, voilà, si l'Ukraine récupère tous ses territoires, elle devra faire des concessions linguistiques à ces territoires, à la population, etc. Je ne sais pas à quel point, là, parce que je n'ai pas été en Ukraine pendant la guerre, je ne sais pas à quel point les gens qui parlent russe et qui se sont réfugiés vers l'ouest de l'Ukraine acceptent l'actuel pouvoir ukrainien, parce que ils étaient dans les zones sécessionnistes, ils prenaient le parti des Russes, c'est-à-dire du Kremlin. Et nous savons en même temps que beaucoup d'enfants ont été déportés de ces zones-là. Mais là, Zelensky, il parle de la déportation des enfants. Je suis bien intéressée si les gens de ces territoires occupés par les Russes continuent d'appuyer le Kremlin et Poutine. Voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que je crois qu'après une telle guerre atroce, les Russes de l'Ukraine, qui appuyaient autrefois Poutine, devraient se sentir ukrainiens quand même et cesser de prendre le parti du Kremlin, de Moscou dans ce cas-là. Ils doivent se sentir ukrainiens, aimer leur pays et bien sûr qu'après la guerre, exiger des droits s'ils veulent avoir accès à une éducation dans leur langue maternelle, etc., etc. Parce que c'est comme ça que les choses doivent se régler. Ils doivent accepter qu'ils sont des Ukrainiens, ils doivent œuvrer pour cultiver leur même jardin qui est l'Ukraine. Et bien sûr que l'Ukraine sera comme ça, je crois qu'elle devra répondre à cette acceptation par des droits supplémentaires. Moi, je ferais comme ça, mais je suis professeur, je n'ai pas le pouvoir de le décider. J'ai lu récemment ce que Friedman, qui est un expert en relations internationales, souvent cité, ce qu'il a dit. Il a dit que la guerre est déjà terminée. Ce sont les combats qui continuent. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela? Peut-être justement ça, que on sent une certaine fatigue de la part de l'Ouest qui a appuyé l'Ukraine jusque-là dans ces combats, qui a fourni des armements, donc des équipements, qui a formé les militaires ukrainiens, etc. Mais c'est vrai que la ligne du front semble figée, cette contre-offensive des Ukrainiens, elle passe difficilement. Beaucoup de gens qui se meurent. Les Ukrainiens refusent de négocier la paix parce qu'ils disent que la Russie est un État terroriste et on ne peut pas négocier avec les terroristes. Et d'une certaine manière, l'Ukraine a raison. Si jamais il y a un revirement au Kremlin, je veux dire si jamais le pouvoir change, c'est-à-dire il a un successeur, parce que j'ai bien compris que Poutine est déjà prêt à envisager un successeur et à se retirer de son vivant pour ne pas être finalement coupable de ce qui se passe, vous voyez? Parce que là, il ne peut pas sortir de cette guerre en reculant, en disant qu'on arrête la guerre, parce que ça serait la chute complète et totale de la Russie. Mais là, j'ai bien compris qu'il est prêt à envisager à présenter sa démission avant sa mort, avant de mourir, pour qu'on assiste à un revirement, à un passage du pouvoir.
tout dépend qui prendra sa place, je crois, parce que si jamais c'est quelqu'un qui veut cesser les hostilités, etc., et l'initiative peut venir de la part du Kremlin, qui sait, peut-être. Mais ce serait peut-être optimiste de ma part de penser comme ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que les Russes, pas tous les Russes sont désaxés, ils veulent également vivre en paix et retrouver leur niveau de vie d'autrefois. Mais les Ukrainiens, oui, ils ne veulent pas céder et c'est légitime de leur part parce qu'ils ont été très... D'abord, ils ont été... Donc, pratiquement, on a fait du génocide sur leur territoire et c'est impardonnable. Là, le fait qu'ils ne veulent pas négocier, c'est correct de leur part, je crois, c'est correct. Ils veulent récupérer leurs terres, c'est aussi correct. Ils ont encore des ressources, je ne sais pas. Ils doivent décider comment ils vont procéder avec les ressources humaines parce que les hommes, les gens, la vie des gens, la vie des combattants, je crois que c'est l'essentiel, même dans une guerre. Moi, j'ignorais, mais je ne savais pas, par exemple, que dans les... je l'ai appris tout récemment avec cette guerre d'Israël contre Hamas, les normes qui réglementent le fonctionnement de l'armée israélienne disent que si jamais un combattant israélien tombe entre les mains de l'ennemi et il est soumis à reconnaître tout ce qu'il sait, donc les lois militaires d'Israël disent qu'il doit fournir absolument tout, parce que rien n'est plus précieux que la vie d'un homme. Voilà, et j'ai beaucoup apprécié ça, vous comprenez? C'est très très humaniste, j'ignorais ça, que ça existe quelque part dans la législation de guerre. Oui, ça existe dans la législation militaire d'Israël. Voilà pourquoi je crois que l'Ukraine devra également penser à cela. Mais ce serait encore mieux si la Russie pensait également à cela. Parce qu'autant qu'on pense à sacrifier des vies humaines pour des ambitions politiques, finalement, militaires, impérialistes, je ne sais pas, de toutes sortes, je crois que c'est désastreux. Et je pense que à la recherche de la paix universelle, comme l'ont fait les philosophes, les écrivains occidentaux, de l'Europe démocratique, durant des siècles, après les Templiers, etc. Donc on a toujours recherché la paix universelle sur le continent européen. Je crois que le pas suivant que l'humanité pourrait faire si on n'aboutit pas à un conflit nucléaire, bien sûr, ça serait d'interdire les guerres comme modalité de règlement de compte entre les nations et les pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toute une législation internationale, des traités internationaux qui réglementent les guerres. Comment on peut mener des guerres? Mais bon, mener des guerres au XXIe siècle, donc peut-être faudra-t-il interdire de mener des guerres pour résoudre des questions. Si ce témoignage vous a plu, pensez à vous abonner. On se retrouve tous les mercredis à 18h pour une nouvelle histoire quelque part dans le monde. Et si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à découvrir Ukraine à la croisée des mondes et Ukraine, l'épreuve du feu, un documentaire en 2 parties qui revient sur les origines du conflit en Ukraine, avant et après la guerre. Le lien est dans la description. À très vite!